Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais essayer sans micro. Si vous pensez que c'est mieux, on reste sans micro. Sinon, je le prends et on parle comme ça. Hein? Sans micro ? Sans micro. Ok. Donc, pas de souci. Donc c'est, comme l'a dit très bien et gentiment Michel, deux livres qui sont à la fois différents mais qui partent de la même préoccupation. L'idée générale, c'est de se dire qu'il y a maintenant 20 ans, ou à peu près 20 ans, on a une nouvelle culture politique qui a émergé, principalement à partir du mouvement altermondialiste. C'est, comme vous le savez, les manifestations de Seattle fin 99 qui sont souvent vécues comme le point de départ du mouvement altermondialiste, donc il y a presque 20 ans. Si on prend Attac, on est né un an auparavant, 18 mois exactement, donc c'est en effet cette année où nous fêterons les 20 ans d'Attac, mais on peut même avancer un tout petit peu les choses en se disant que le zapatisme, dès 95, avait initié cette nouvelle culture politique en rompant avec les traditions classiques de la gauche qui étaient très hiérarchisées, voire militaires, puisque vous savez que le zapatisme venait d'une guérilla. Donc il y a une nouvelle culture politique qui est née entre 95 et 2000, pour le dire vite. Alors cette nouvelle culture politique, c'est de ça dont on va parler. Elle s'est symbolisée sur un mot que vous connaissez tous, c'est un autre monde est possible, enfin une formule qui est le autre monde est possible des forums sociaux. Ça c'était le point de départ. Mais plus profondément, il y avait derrière ça l'idée que nous étions riches de nos diversités. Et cette idée qui vient à la fois des textes de Marcos, mais surtout du Forum social, qui est le fait qu'on soit riche de nos diversités, est très très différente de la culture traditionnelle de la gauche. La culture traditionnelle de la gauche et des mouvements sociaux, c'est une culture de l'unité. Vous vous rappelez probablement, pour ceux qui viennent de cette époque-là ou qui ont mon âge, El pueblo unido jamás será vencido, qu'on scandait pendant les manifestations en protestation contre le coup d'État de Pinochet, et cette idée que l'unité du peuple, l'unité de la classe ouvrière, l'unité de la gauche, vous pouvez le décliner à tous les niveaux, était au cœur de la transformation sociale. Ça n'est pas du tout ça ce que disaient ni Marcos, ni les forums sociaux mondiaux. C'est là où une nouvelle culture a commencé à émerger. Et c'est de ce point de départ dont je voudrais parler, puisque l'idée c'est de se demander si on a eu raison de changer de culture politique, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette nouvelle culture politique. Alors savoir si on a eu raison de changer de culture politique, c'est beaucoup dans ce bouquin-là, qui est celui sur la gauche du XXIe siècle. Par contre, ce qu'on va essayer aussi, c'est de réfléchir à ce que peuvent être les alternatives. Et ces alternatives, elles ne vont pas venir simplement du jus de cerveau de Michel, moi ou je ne sais qui, mais des pratiques sociales. Donc c'est des choses qu'on va découvrir dans les forums sociaux, qui vont venir des traditions des peuples indigènes des Andes, par exemple le buen vivir, le vivre bien, qui est un rapport différent au productivisme, à la production matérielle et à tous ceux qui nous entourent, ou les droits de la nature, qui viennent là aussi des peuples andins, ou des concepts qui viennent de réflexions de mouvements sociaux comme le féminisme, je pense à l'écoféminisme, qui a aussi un chapitre dans ce livre, ou à des concepts qui sont très français, même si c'est minoritaire en France, qui sont ceux de la décroissance. Là aussi il y a un chapitre qui a été écrit par Geneviève Hazan, et un chapitre que j'ai écrit moi, qui est une contribution sur les communs, ou biens communs, je vais utiliser plutôt le terme de commun, sur lequel je vais m'étendre un petit peu. Voilà donc ce que je vais essayer de montrer dans ces 40 minutes, c'est de comprendre pourquoi il était normal et bon de changer de culture politique, et puis en même temps, de voir quelles sont les alternatives qui peuvent commencer à émerger. Et pour ce qui me concerne, je vais vraiment me centrer sur la question des communs, parce que ça me paraît au centre d'une problématique absolument décisive pour nous tous. Voilà en gros ce que je vais essayer de faire dans les 40 minutes qui nous restent. Alors, première idée, pourquoi changer de culture politique ? Alors, l'idée est toute simple, c'est que ce qu'on appelle en général le socialisme du XXe siècle, et quand je dis socialisme, ne le prenez pas pour une affaire strictement partidaire, c'est quelque chose que portaient également les mouvements sociaux. Pour donner par exemple un moment que certains d'entre nous ont connu dans la salle, même probablement pas mal d'entre nous, qui est le programme commun de la gauche, il a été écrit avant tout par le Parti communiste et le Parti socialiste dès 72-74, donc au tout début des années 70, mais il a été signé par la CGT, qu'il a endossé, même si la CGT n'a pas participé au gouvernement, c'était pas sa fonction, mais la CGT a signé le programme commun de la gauche, et la CFDT, qui était l'autre gros syndicat de l'époque, l'a aussi soutenu de façon un peu différenciée, puisqu'ils ont ajouté au terme de nationalisation-planification le terme d'autogestion, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais donc on avait une vision
une culture politique qui était évidemment initiée par des partis, mais qui était soutenue par le mouvement social, et en particulier ses forces principales de l'époque, on est dans les années 70, qui était le mouvement syndical. Donc c'est de ça dont je voudrais parler. Et l'idée de départ, c'est de considérer que cette vision du socialisme, cette vision de la transformation sociale, c'est un peu la même chose, était assez nouvelle par rapport à l'histoire historique du socialisme. Le socialisme est une théorie qui va émerger avec des penseurs très différents, de Owens en Angleterre, le tout premier, avec le mouvement chartiste dans les années 1820-1830, puis après Proudhon, Bakounine, Marx, Blanqui et des tas d'autres. Ces socialistes du XIXe siècle vont développer une idéologie, une doctrine au bon sens du terme, qui va être très différente de celle qu'on va retrouver au XXe siècle. Ceux qu'ils défendent à l'époque, y compris Marx, qu'on accuse souvent de ne pas défendre ça, mais c'est faux quand vous reprenez ces textes, c'est avant tout l'idée du coopérativisme. Owens, premier socialiste, défend contre la violence du capitalisme l'idée que les producteurs associés doivent travailler ensemble et être l'alternative au capitalisme. Cette idée-là va être évidemment reprise par Proudhon, qui est avant tout un coopérativiste, mais également par le mouvement anarchiste, je pense à Bakounine, mais aussi Marx. Si vous lisez, par exemple, l'adresse inaugurale à l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui la première internationale, elle est basée sur le coopérativisme comme alternative au capitalisme. On va retrouver la même idée dans la guerre civile en France, ou encore plus dans la critique du programme de Gotha, qui est la critique du programme social-démocrate allemand, qui est le résultat de la fusion de deux groupes politiques allemands. Donc on a une vision assez cohérente et assez partagée, au-delà des différences. Marx et Proudhon polémiquent beaucoup, Bakounine n'est pas d'accord avec Marx sur toute une série de choses, mais il y a quand même ce fond commun. Et c'est ce fond commun qui va basculer, qui va être transformé totalement à la fin du 19e et au début du 20e. Alors pourquoi il bascule ? C'est une période d'intense réflexion dans le mouvement social et dans le mouvement socialiste, parce que le monde est en train de changer très vite. Le monde change parce que la mondialisation du XIXe siècle, du milieu du XIXe siècle, sous domination britannique, est en train de s'effriter. Et on voit les États-nations, et principalement l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne bien évidemment, puis Russie, États-Unis, prendre une place absolument centrale en tant qu'État, y compris dans la conduite des affaires économiques, dans la naissance d'armées puissantes qui vont conduire au massacre et aux épouvantables massacres des deux guerres mondiales et en particulier de la Première Guerre mondiale. On va donc avoir comme ça des États qui vont devenir des États stratèges, puissants, et qui vont s'appuyer sur ce très grand mouvement scientifique de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a conduit à ce qu'on appelle communément la deuxième révolution industrielle, qui est vraiment la révolution la plus importante sur le plan industriel. Dans nos foyers, l'essentiel de ce que nous avons en dehors des vêtements qui viennent de la première révolution industrielle ou des ordinateurs qui viennent de la révolution actuelle, tout le reste vient de la deuxième révolution industrielle. Les avions, les frigidaires, les voitures, les machines à laver, absolument tout ce qui nous entoure, les radios, les télévisions, c'est la deuxième révolution industrielle, et qui va être une révolution qui va installer des grands réseaux techniques, après les chemins de fer qui préexistaient bien évidemment, mais qui se développent beaucoup à la fin du 19e, c'est l'électricité, c'est le téléphone, c'est ces grands réseaux qui vont donner l'idée qu'on va pouvoir utiliser l'État pour transformer radicalement la société. Et ce socialisme du XXe siècle va être théorisé par les différents courants du socialisme, c'est pas simplement un courant qui va le développer, celui qui va peut-être le plus le systématiser et le théoricien de la deuxième internationale, donc social-démocrate, Karl Kautsky, qui va avoir une vision très cohérente, qui est l'idée que pour changer la vie, pour changer la société, il faut nationaliser l'économie, il faut la planifier pour éviter les crises cycliques du capitalisme, et pour faire cela, il va falloir s'appuyer sur la classe ouvrière qui, comme nous l'a dit Marx, est la seule à pouvoir changer radicalement les choses, mais cette classe ouvrière ne peut pas le faire d'elle-même, elle a besoin d'un parti qui lui soit séparé et qui soit dirigé par des intellectuels. Cette séparation est théorisée par Kautsky en tant que telle, et qui conduit à quelque chose de très hiérarchisé, qui est l'idée que le parti domine la vie sociale, que les syndicats doivent être subordonnés au parti. On accuse souvent les communistes d'avoir créé la notion de courroie de transmission entre partis et syndicats. C'est pas faux, mais l'idée venait directement de la social-démocratie. Ça a été théorisé au congrès de Stuttgart en 1907, l'idée que le syndicat est subordonné au parti, avec des textes de Kautsky, mais aussi de Rosa Luxembourg, ce qu'on oublie souvent, et qui va donner une vision extrêmement hiérarchisée. C'est le parti qui domine, un parti composé et dirigé par des intellectuels, avec une hiérarchie interne, des comités centraux, des bureaux politiques, et derrière ça, on a le mouvement social qui lui est subordonné. C'est cette vision-là qui va s'imposer tout au long du XXe siècle. D'abord dans la social-démocratie,
En même temps, elle se produit chez les travaillistes britanniques, qui sont des travaillistes qui ont été formés par l'espèce d'alliance étonnante entre un club de pensée qu'on appelle les Fabiens, très anti-marxistes, ce qui montre que c'est pas le marxisme en tant que tel qui est responsable de cette évolution, mais aussi le Labour, les syndicats qui vont ensemble créer ce parti qui est le Labour Party, le parti travailliste britannique, et qui a exactement les mêmes conceptions. Donc on va retrouver quelque chose de très cohérent. Et pour vous montrer à quel point c'était cohérent, le programme commun de la gauche, donc là je parle de choses qu'on connaît tous puisqu'on l'a vécu, enfin pour beaucoup d'entre nous, pas tous, mais beaucoup d'entre nous, était signé donc par Parti communiste et Parti socialiste, mais l'extrême gauche qui à l'époque commençait à devenir puissante, après mai 68, le critiquait non pas à cause du principe des nationalisations et de la planification, mais parce qu'il n'y en avait pas assez. L'extrême gauche, moi j'étais à l'époque à la Ligue communiste, on était monsieur et madame plus. On rajoutait, on disait ouais, le PC et le PS, ils vont pas assez loin dans les nationalisations. Donc on voit bien qu'entre extrême gauche, communistes, sociodémocrates, il y avait une culture commune très forte. Il y avait des divergences, évidemment, c'est pas les mêmes courants politiques, mais cette culture commune était fondamentale et était soutenue par le mouvement syndical, la CGT, mais même la CFDT qui rajoutait autogestion, mais qui n'était qu'un petit rajout, une petite couleur différente sur un fond qui était le même. Et cette vision-là, donc social-démocrate, puis communiste et extrême gauche, c'est aussi exporté dans tous les partis politiques qui ont dirigé les luttes de libération nationale, le Congrès indien en Inde, et des tas d'autres, je ne vais pas le FLN algérien et des tas d'autres, qui ont eux aussi adopté ce modèle. Alors c'était pas la classe ouvrière, mais c'était le peuple qui était censé diriger le processus de libération nationale, mais à nouveau le parti dirige, les syndicats sont subordonnés, tout ça est hiérarchisé, et on a une vision très cohérente qu'on va retrouver à peu près sur toute la planète. Donc c'est cette vision-là qui va être mise en cause par les forums sociaux, l'altermondialisme, le zapatisme, et qui va entraîner l'émergence d'une nouvelle culture politique il y a maintenant une vingtaine d'années. Pourquoi est-ce qu'il a fallu basculer ? Pour des tas de raisons. D'abord, on pourra y revenir, parce que l'idée que seule la classe ouvrière peut mener le changement social est très discutable. C'est évidemment les exploités et les dominés qui vont changer les choses dans nos pays, que ce soit en France ou ailleurs, mais est-ce que c'est seulement la classe ouvrière? Quand on regarde l'histoire chinoise, l'histoire cubaine, le Nicaragua, et aujourd'hui les victoires électorales en Bolivie, en Équateur et dans d'autres pays latino-américains, c'est des alliances de classe beaucoup plus compliquées que simplement une espèce de prédominance de la classe ouvrière. L'idée, deuxièmement, qu'il faut un monde hiérarchisé. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si on demande aux gens de Nuit debout, aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes, aux courants féministes, aux écolos, etc., s'ils ont envie d'être dans ce monde pyramidal et organisé tel qu'eux, franchement, il n'y aura pas beaucoup de candidats. Et je pense que la plupart d'entre nous, y compris, on n'a pas envie de ce monde-là. Pour vous donner une petite anecdote qui donne l'état d'esprit, Karl Kautsky avait une formule que je trouve délicieuse. Quand on lui demandait « mais c'est quoi le socialisme ?» Il dit « ah, le socialisme, c'est très simple. C'est l'administration des chemins de fer élevée à l'échelle de la société. » Franchement, aujourd'hui, si on vous demande, ou si on me demande, si on a envie de vivre dans une société organisée comme l'administration des chemins de fer, c'est la SNCF, même si on nous garantit à tous d'être chefs de gare, ou parce qu'on est quand même des gens qui sommes dans le mouvement social et qui prenons des responsabilités, je suis pas sûr que ça fasse rêver qui que ce soit. Qui que ce soit. Donc on voit bien qu'on a changé de monde, qu'on a complètement basculé. Et c'est à partir de là, avec en plus les expériences négatives des économies administrées, ceux qui ont été le plus loin dans cette idée de nationalisation de planification, c'est l'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est, etc., avec des résultats, quelles que soient les raisons de cette évolution, qui sont quand même pas probants. Et même chez nous, le bilan des nationalisations, je ne parle pas des services publics, mais des grandes nationalisations de 81, 82, franchement, ça n'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'on est en train de basculer, de chercher un nouveau modèle qui est à la base des réflexions, je vous dis, qui viennent dans le mouvement altermondialiste, dans le mouvement féministe, dans le mouvement écolo, et dans toute une série de mouvements, qu'ils soient politiques ou syndicaux ou associatifs. On va le retrouver un peu partout. C'est de là dont je voudrais partir, et c'est vraiment le point de départ de ce que je voudrais raconter. Alors, derrière ça, ces alternatives-là, on va les retrouver dans différents mondes. Je vous l'avais dit dans ma toute première introduction, puisque ça viendra du monde des peuples des Andes, qui vont avoir une cosmogonie, une vision du monde très différente de la nôtre. Pour le dire de façon très très brève, parce que je ne vais pas rentrer trop, là ce serait pas 40 minutes, mais beaucoup plus, leur vision du monde part d'un rapport entre l'être humain et la nature très différent du nôtre.
Le meilleur ouvrage là-dessus est celui d'un anthropologue français qui est médaille d'or du CNRS, c'est une très grande pointure, qui s'appelle Philippe Descola, qui a écrit un excellent livre sur nature et culture et qui essaye de construire le fait qu'il n'y a que 4 visions des rapports nature et culture sur cette planète, mais que la nôtre, qui vient de Descartes, donc début du XVIIe, est très particulière. C'est l'idée que nous sommes séparés de la nature et que nous devons la dominer, l'exploiter dans un rapport de séparation absolue. Cette idée-là est très européenne et très XVIIe siècle. On a par exemple en France, et c'est pourtant un pays qui est censé être cartésien, mais avant Descartes, des choses qui aujourd'hui nous paraissent vraiment étranges et bizarres, mais qui sont vraies, c'est le fait qu'on jugeait les animaux comme on jugeait les humains. On a eu toute une série de procès contre des porcs, contre y compris des fourmis, toute une série de procès passionnants contre les animaux, avec l'idée qu'on traitait les animaux comme les humains. Il y a une histoire, par exemple, qui est amusante, ça dépend comment on le prend, mais qui est celle d'un homme qui était zoophile, qui faisait l'amour avec des animaux, ce qui était jugé par l'Église, évidemment, comme un péché capital, donc qui a été condamné à être brûlé, et il a été brûlé avec la chèvre, qui était son animal préféré. Mais comme cette pauvre bête n'était peut-être pas consentante, on l'a mis aussi au bûcher, mais on l'a étranglée quand même avant pour qu'elle ne souffre pas trop. Donc c'était ce type de jugement qui étaient ceux de nos contemporains du XVIe siècle, en France, qui montre à quel point notre vision des rapports nature-culture a complètement changé. Et les Indiens des Andes sont arrivés avec une toute autre vision que la nôtre, et nous ont dit, voilà, il n'y a aucune raison que nous ayons des droits, mais que les non-humains n'en aient pas. Avec des arguments qui sont assez forts. Vous prenez un criminel, le pire qui soit, Hitler, qui vous voulez, vous pouvez prendre tous les exemples des pires de ce qui a existé sur cette terre, on reconnaîtra tous qu'il a besoin d'un avocat, et que dans une société démocratique, on estime indispensable qu'il ait un avocat. Pourquoi un chêne, un arbre, un cheval, une chèvre n'auraient pas droit à un avocat? C'est ça l'idée de départ. Et donc, ils nous ont amenés à changer de point de vue et à considérer, c'est l'objet d'un gros chapitre sur les droits de la nature, qu'il faudrait voir différemment les rapports humains-non humains. On pourrait dire la même chose du point de vivre qui va avec, qui est l'idée qu'on préfère le qualitatif au quantitatif et qu'on cherche surtout un équilibre avec ceux qui nous entourent, inclus la nature. Tout ça, ça vient des Indiens des Andes, et c'est l'objet de 2 chapitres passionnants écrits par Pablo Solon dans ce livre. C'est le Vivir Bien, donc. Oui, c'est le Vivir Bien ou le Buen Vivir, donc dans la théorie est expliqué dans ce livre. Voilà donc quelques-unes des alternatives qui ont émergé. Je ne vais pas être plus long sur cela, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Celle qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est celle des biens communs, et qui m'intéresse en particulier parce que c'est une alternative au socialisme du XXe siècle, et ça permet de penser les choses différemment. Pour revenir à ce que je venais de vous dire sur le socialisme du XXe siècle, on voit à quel point on avait une vision binaire. Il y a le capitalisme qui est basé sur 2 principes fondamentaux, c'est la propriété privée des moyens de production, qui permet l'enrichissement d'une classe, en l'occurrence la bourgeoisie, et le marché, comme seul moyen d'adéquation entre offre et demande. Et de l'autre côté, quasiment en opposition terme à terme, contre la propriété privée, c'est l'État, donc les nationalisations, et contre le marché, c'est la planification. Et là aussi, l'utilisation de l'État pour changer les choses. Donc on a un système binaire qui a été en gros l'affrontement principal du XXe siècle, à peu près sur toute la planète. L'idée des biens communs, c'est qu'il y a une 3e alternative. Alors c'est une alternative qui historiquement vient d'assez loin. Le terme des communs vient en fait du Moyen-Âge britannique, un peu français ou Europe occidentale, mais surtout britannique, puisqu'elle a même été écrite dans une charte qui est celle des forêts, qui était parallèle à la Magna Carta, la grande charte du XIIIe siècle, qui est ce qu'on considérait être le tout début de l'habeas corpus et des débuts, disons, du respect des droits de l'homme et l'avancée vers la démocratie. On est très loin de la démocratie contemporaine, mais c'est un tout début. Et ce droit des forêts, c'est des choses qu'on a connues dans nos livres d'histoire, qu'on a appris à l'école ou au lycée, c'est le fait que quand il y avait un droit seigneurial, il n'était pas absolu, et qu'il y avait un droit d'usage donné aux paysans sur un certain nombre de choses et d'objets. Par exemple, la différence entre le bois vif et le bois mort. Le bois vif, c'est pour les seigneurs. Le bois mort tombé des arbres, c'est pour les paysans qui peuvent le ramasser et se chauffer. Cette idée d'un droit d'usage paysan, qui est aussi le droit de pâturage sur les talus, etc., qui vient du Moyen-Âge européen et qui a été codifié dans cette charte des forêts et des communs en Angleterre au début du XIIIe, c'est ça les premiers biens communs.
Bon. Et on en retrouve pas mal de restes. Je ne sais pas si c'est le cas dans cette région-là, mais moi j'ai la chance d'avoir une petite maison de campagne dans l'Est, dans l'Aube, qui est donc à l'Est de Paris. Il y a une tradition qui est celle qu'on appelle des affouages. Je ne sais pas si vous avez des affouages ici. C'est le fait que les terres communales, vous connaissez aussi, c'est quelque chose qui est tiré au sort. Il y a l'entretien de la forêt se fait par tirage au sort auprès des habitants, qui ont de ce fait du chauffage gratuit, mais à condition d'y aller ensemble, tout le monde avec sa tronçonneuse, pour s'entraider, couper son bois, le façonner et le rentrer. Ça, c'est un bien commun. C'est un bien commun communal, hérité directement du Moyen-Âge, qui est l'idée qu'on a une gestion collective d'un certain nombre de biens, en l'occurrence le bois de chauffage, pour ce qui est des affouages, mais on va retrouver comme ça beaucoup de choses. Eleanor Ostrom, qui est la seule femme qui a été prix Nobel de l'économie, l'a été sur ses travaux sur les biens communs et la gestion des biens communs, en particulier des alpages, des Alpes suisses, qui sont donc cette partie enneigée l'hiver, mais qui n'appartiennent pas à un propriétaire privé, mais au collectif, et les paysans se partagent le droit d'usage pour amener leurs vaches pâturer pendant l'été dans les estivages. Et ça, c'est des biens communs. On pourrait dire la même chose parce que toutes les civilisations ont quasiment connu ça sous d'autres noms. Vous prenez la répartition de l'eau dans les oasis sahariennes, c'est la même idée. C'est exactement la même idée. Alors, cette idée des biens communs qui vient de loin, qui vient des sociétés pré-capitalistes, européennes ou tout autre, a retrouvé une deuxième vie, si on peut dire, avec le mouvement coopératif. Alors attention, il ne s'agit pas de faire une espèce d'anachronisme. Quand vous lisez Marx ou quand vous lisez les théoriciens de cette époque, ils ne se revendiquent pas vraiment des biens communs moyenâgeux. Ils le font de façon oblique. Vous savez qu'un des premiers textes de Marx porte sur le vol de bois dans les forêts rhénanes, donc on voit bien qu'il est sensibilisé à cette question-là. Mais il considère en même temps qu'une des forces du capitalisme et des bienfaits du capitalisme, c'est de dissoudre les formes de production antérieures, inclus celle-là. Donc c'est des positions contradictoires qu'on trouve chez Marx. Mais les coopératives, si on le regarde avec nos yeux du XXIe siècle, c'est une autre forme de bien commun. Les coopératives, c'est pas l'État. C'est pas le marché capitaliste et la propriété privée capitaliste, c'est les ouvriers qui, comme les paysans quand ils s'occupent des alpages suisses, gèrent en commun un outil de production particulier qui est une usine, un lieu de production quel qu'il soit. Donc les coopératives peuvent se rattacher au mouvement des biens communs comme une deuxième génération qui, elle, va naître au XIXe siècle en réaction à la violence et à la misère qu'engendrait le capitalisme de cette époque. Alors, les coopératives ont été abandonnées à la fin du XIXe dans la vision du monde du socialisme du XXe siècle. Ça ne correspondait pas du tout à cette idée des nationalisations, de la planification qui s'est imposée petit à petit, et donc on a mis sous le tapis le coopérativisme qui n'était absolument pas dans les programmes de la gauche, ni d'ailleurs dans la défense des syndicats qui se méfiaient des coopératives et qui considéraient que c'était pas du tout ça la solution à apporter. Donc on a un oubli, d'une certaine façon, par le mouvement ouvrier, par la gauche, par les mouvements sociaux, du coopérativisme qui va revenir par les forums sociaux. On va voir dès Porto Alegre en 2001, juste après Seattle, les coopératives venir en tant que telles dans les forums sociaux et avoir toute leur place, mais c'est quelque chose qui va venir beaucoup plus tard. Et puis les biens communs vont voir naître d'autres générations, et une qui est absolument capitale, c'est un peu mon métier, mais je ne vais pas vous saouler avec ça, je me demanderai trop de temps, qui sont les biens communs du numérique, et qui ont joué et qui jouent toujours un rôle considérable, parce que la connaissance, puisque c'est les biens communs de la connaissance, c'est une partie très très importante de nos activités d'aujourd'hui, quels que soient nos âges. On passe notre temps à lire, à nous informer, à aller sur Internet, à faire des recherches, à nous documenter, et on ne le fait pas simplement dans des conférences comme ça, mais aussi et beaucoup en utilisant la médiation du numérique. Alors c'est quoi ces biens communs du numérique ? C'est la même idée que les coopératives et que les biens communs paysans, c'est l'idée qu'on peut avoir des biens qui ne sont ni l'État, ni le capitalisme. C'est l'Internet lui-même. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais je ne vais pas le faire, ce serait trop long. Mais le plus simple et le plus clair à comprendre, c'est Wikipédia. Wikipédia est probablement le principal apport à la connaissance universelle qui n'ait jamais existé, existant dans quasiment toutes les langues, avec des millions et des millions d'articles sur à peu près tous les sujets. Wikipédia, c'est ni Flammarion ou Hachette qui l'ont publié, ni le ministère de l'Éducation nationale. C'est nous. Un nous
large. Je suppose que tout le monde dans la salle lit Wikipédia, en tout cas je vous conseille de le faire si certains d'entre vous ne le faisaient pas, et un nombre significatif d'entre nous, probablement autour de 10%, dans des publics comme les nôtres, c'est en général ça le pourcentage, participent à la rédaction de Wikipédia, même si c'est pour corriger une phrase, rajouter des virgules, faire des petites choses, mais je suis sûr que dans la salle, beaucoup d'entre vous comme moi écrivent de temps en temps des petites choses dans Wikipédia, mettent à jour telle chose, et cette mise à jour est déterminante pour la vie et le succès de Wikipédia. Bon, là, il y a eu deux élections partielles, une à Belfort, l'autre dans le Val d'Oise, et le soir même, les résultats étaient publiés sur Wikipédia, dans le détail. On pouvait avoir l'historique des élections dans ces circonscriptions depuis que les circonscriptions ont été créées. Bref, il y a une mise à jour permanente qui fait que Wikipédia est un outil indispensable, je crois, pour tout le monde. Aujourd'hui, pour tout le monde. Alors, derrière Wikipédia, derrière l'Internet, il y a aussi beaucoup d'autres initiatives. Il y en a une que je pointerai simplement, c'est ce qu'on appelle OpenStreetMap, qui est le Wikipédia de la carte, et qui est vraiment intéressante parce qu'elle s'oppose là aussi bien à l'IGN, donc service public, qu'à Google Maps, service privé. C'est à nouveau une production coopérative qui relève des biens communs. Alors tous ces biens communs-là ont un intérêt premier, c'est qu'ils montrent qu'on peut s'opposer au capitalisme sans pour autant sauter dans l'étatisme. On peut avoir une vision de la transformation sociale, on peut être anticapitaliste sans pour autant penser qu'il nous faut vivre dans une société comme l'administration des chemins de fer. Je caricature, mais qu'on peut de ce fait avoir quelque chose qui soit créé par les individus, par les citoyens, par nous tous. C'est ça le cœur des communs. Et ces communs-là ont aussi un énorme avantage, c'est que c'est une implication à l'auto-activité. C'est le fait qu'il faut s'en occuper. Les communs, c'est des choses qui sont très différentes. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les alpages suisses, une coopérative d'artisans, peu importe dans le bâtiment ou tout autre travail, et Wikipédia et l'Internet? Il n'y a qu'une chose en commun. C'est le fait que si on ne s'en occupe pas, elle meurt. Et donc c'est une injonction à faire. C'est une injonction à diriger nous-mêmes, à s'occuper de nos affaires directement. Alors qu'est-ce que ça veut dire mourir? Prenez l'exemple de Wikipédia. Si on ne met plus à jour Wikipédia, qui va s'intéresser à une encyclopédie qui va vieillir? Est-ce que vous lisez les encyclopédies Larousse du début du XXe siècle? Probablement pas, sauf si vous faites des études historiques sur la façon dont tel ou tel sujet a été traité, mais au quotidien ça ne sert à rien. Donc on ne pourrait pas vivre avec Wikipédia tel qu'il est s'il n'était pas mis à jour. Mais ce qui est vrai pour Wikipédia est vrai pour tout le reste. Les affouages dont je vous parlais. Si un jour les paysans ou les habitants des petites villes qui ont droit à des affouages en ont marre de prendre la tronçonneuse et d'aller couper du bois, la municipalité, elle n'aura pas d'autre choix que de faire un appel d'offres. Et cet appel d'offres voudra dire que soit l'ONF, c'est le public, soit le plus souvent malheureusement une boîte privée, va récupérer le travail qu'il considère à couper le bois, elle le vendra comme tout bien sur le marché et toute chose que gèrent les entreprises capitalistes. Donc là aussi ça mourrait. Mais on a surtout l'exemple de grandes coopératives qui se sont d'une certaine façon transformées en multinationales. Vous connaissez tous Lactalis. Le scandale du lait pour les bébés, on a tous vu ça à la télévision et à juste titre, tout le monde était quand même scandalisé des méthodes de Lactalis. Il y a 20 ans, Lactalis c'était une coopérative. C'était une coopérative paysanne, mais dont les paysans soit avaient cessé de s'occuper, soit avaient délégué ça à quelques gros, genre François Jacob, notre président du groupe républicain à l'Assemblée, les gros de la FNSEA, et à un moment donné, ils ont préféré vendre à la famille Beignet. Et donc on a eu une transformation comme ça. Et Lactalis est un cas emblématique parce qu'il y a eu le scandale, puis c'est un monstre, Lactalis. Beignet est une des principales fortunes de France aujourd'hui. Mais si vous regardez, y compris les coopératives paysannes qui sont toujours coopératives, pas toutes, il y en a qui sont très bien et qu'il faut vraiment défendre et qui font des produits locaux, etc. Mais il y a des très grandes coopératives agricoles qui sont franchement la même chose que les multinationales. Prenez les banques. Vous avez dans les banques tout un secteur qui est un secteur mutualiste. Mais il n'y a qu'à la télé qu'on croit que le crédit mutuel c'est bien parce que c'est les sociétaires qui dirigent. Évidemment, c'est un grand groupe qui fait à peu près la même chose que la BNP. Donc on voit bien que toutes ces coopératives-là, qui étaient des biens communs d'une certaine façon, ont dégénéré tout simplement parce que les acteurs qui auraient dû en être responsables ont laissé faire. Et évidemment, le management en était ravi. Tout ça, c'est du donnant-donnant. Le management était ravi de se retrouver à l'égal des grands patrons du Crédit Lyonnais, de la BNP et tout autre. Et donc, on était les premiers à vouloir calmer la volonté d'action citoyenne pour pouvoir le remplacer par une transformation d'une entreprise capitaliste ordinaire. Donc, on voit bien que les biens communs sont des biens vivants,
Donc ils peuvent mourir comme toute structure vivante. Hein, bon, et que si on veut que ça vive, il faut le faire en y étant actif. Hein, et donc c'est une injonction à l'action qui, moi, me paraît particulièrement intéressante parce que ça permet à ce que la société s'organise elle-même pour faire toute une série de choses. Alors quand je dis ça, c'est clair que ça ne remplacera ni le marché, ni l'État. Hein, bon, le marché existait bien avant le capitalisme et encore plus bien avant le capitalisme industriel. Les Phéniciens, les Grecs et des tas d'autres commerçaient dans la Méditerranée depuis très longtemps, y compris avec des échanges monétaires. Hein, bon, l'État existe depuis Sumer, la Chine antique, donc probablement 5 ou 6 000 ans. Hein, bon, donc tout ça va continuer à exister. Simplement, le fait d'avoir cette troisième alternative permet y compris d'aller dans un sens de démocratisation tant des grandes entreprises, mais surtout que de l'État. Hein, bon, on aura toujours besoin de services publics. Et le service public, ça veut dire la délégation. Hein, ça veut dire qu'on délègue à un certain nombre de gens le fait d'éduquer nos enfants ou de nous soigner dans les hôpitaux. Et pour parler de se soigner, tu parlais des questions de santé, personne n'a envie de se faire opérer par le charcutier du coin. Hein, on préfère avoir un bon chirurgien qui a 10 ans d'études, c'est mieux s'il en a 15, et on sera ravis d'être soigné par des gens comme ça. Donc on est d'accord pour la délégation. En même temps, il y a 30 ans, tout le monde s'agenouillait devant le mandarin en disant « oui docteur ». Aujourd'hui, les choses changent. Les patients s'organisent, ça a commencé avec le sida, vous avez vu le film qui a été primé à Cannes, ça a continué avec les victimes du sang contaminé, ça a continué avec toute une série de maladies où heureusement, certes on a toujours besoin de médecins qui sont payés par l'État grâce à nos impôts, il ne s'agit surtout pas de remettre en cause ça, et qui vont être qualifiés, donc à qui on va déléguer beaucoup de choses, mais dans un rapport beaucoup plus égalitaire, dans lequel les patients d'abord se renseignent, grâce à Internet, ils peuvent lire, parfois ils ont des tendances un peu hypochondriaques, mais c'est pas très grave, bon, mais ça permet quand même d'avoir un rapport beaucoup plus égal. Hein, bon. Et on voit comment cette idée qu'on peut commoniser l'État peut permettre aussi de changer les rapports au sein des institutions publiques. Le terme commoniser ne veut rien dire en français, c'est un néologisme horrible, je m'en excuse, mais en anglais il est très utilisé. Bon, il y a tout un débat, Michel a un avis là-dessus, et moi aussi, mais je n'ai pas voulu rentrer là-dedans, sur la différence entre les biens communs, les communs, le commun, puisque vous savez que beaucoup de livres ont été écrits, il y a une grosse somme, probablement certains d'entre vous l'ont déjà lu, qui s'appelle Le commun de Dardot et Laval, qui est vraiment un bouquin à caler une bibliothèque, mais qui est utile, parce que ça fait un peu le tour de la question. Bon, lui et eux, ils emploient le terme le commun, Coria utilisera plutôt les communs. Bon, j'ai pas voulu rentrer dans cette discussion-là. Mais les anglo-saxons ont un terme que nous n'avons pas et qui est très utile, qui est le commoning. Le commoning, c'est l'idée de faire commun. Donc qui est, en français ne veut pas dire grand chose, mais qui est l'idée qu'en fait c'est un modèle de gestion. C'est pour ça que c'est une injonction à l'action, parce que c'est un modèle de gestion, et qui fait qu'on gère nous-mêmes nos propres affaires. C'est ça le cœur du sujet, et que de ce fait, on peut penser aussi une démocratisation des services publics et de l'action publique par une insertion citoyenne, une inclusion citoyenne qui reprendra au commun certaines de ses formes et de ses façons de faire pour pouvoir changer les rapports de force et les relations entre le public, donc la délégation, et les citoyens, c'est-à-dire nous tous. Alors ça m'amène à une autre réflexion qui permet de penser différemment les questions démocratiques. Alors ça, c'est plutôt dans ce bouquin-là que vous retrouverez ça, qui est l'idée qu'une des difficultés de la gauche, c'est aussi de prendre sérieusement en main et réfléchir sérieusement aux questions de la démocratie. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? L'idée, c'est que ce qu'on appelle couramment la démocratie, quand on a une discussion comme ça de café du commerce, c'est l'élection. Le droit à l'élection, c'est pourquoi les gens sont morts en Tunisie, en Égypte, il y a un peu moins d'une dizaine d'années dans les révolutions arabes, est quelque chose d'important, je ne veux pas du tout le remettre en cause. Mais le principe de la démocratie représentative, parce que l'élection, c'est élire quelqu'un. C'est aller voter pour un député, un maire, un président de la République, qui vous voulez. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on va élire quelqu'un qui va nous représenter. Or, depuis Montesquieu, donc c'est un vieux débat, on sait que ce modèle-là, la démocratie représentative, a tendance à renforcer les élites dans leur auto-reproduction. Reprenez par exemple les différents gouvernements, qu'ils soient de droite, Sarkozy-Chirac, de gauche, Hollande, ou du centre, Macron, vous avez à peu près toujours le même nombre d'énarques, c'est-à-dire une majorité des ministres. Or, les énarques, c'est 200 personnes par an. Donc on voit que l'énarchie, c'est-à-dire vraiment cette espèce de confiscation du pouvoir par une toute petite minorité, c'est minuscule, par rapport au nombre d'étudiants, c'est moins de 1 pour 10 000, les gens qui font l'ENA, donc c'est rien du tout.
Mais c'est cela qui nous dirige. Et l'élection a tendance à renforcer ce modèle, ce qu'on appelle aux États-Unis l'establishment, et ça a été pensé comme ça, et pour cela, par les constitutionnalistes tant français qu'américains des révolutions du XVIIIe siècle. En France, c'est CIS, l'abbé CIS, vous vous rappelez probablement de vos cours d'histoire, qui a théorisé ça, avec l'idée qu'il fallait un système qui était en plus censitaire au début de la Révolution française, qui était l'idée que le peuple pouvait être victime de démagogues, voire pouvait demander le retour du roi. Donc il valait mieux assurer que ce soit les élites qui dominent. Et pour ça, rien de tel qu'un système représentatif. Les Américains ont eu la même réflexion, c'est Madison qui a écrit la Constitution américaine pour l'essentiel, avec aussi l'idée qu'il fallait construire un système, d'où d'ailleurs ces deux étages, on vote pour des représentants par État qui eux-mêmes élisent le président, qu'il fallait surtout éviter que les démagogues puissent influencer le peuple. On voit avec l'élection de Trump que le système fait un effet de râteau sur les constitutionnistes américains d'il y a 2 siècles et quelques, mais c'était ça le point de départ. Or, face à ça, ce qui est problématique dans la pensée de gauche moderne, pas celle du XXe siècle, mais celle actuelle, c'est que la pensée qui s'est beaucoup développée vient des expériences latino-américaines, en particulier celle de Chavez, celle de Morales, de Correa, un peu de Lula, et qui ont théorisé l'idée qu'on avait besoin de ce qui s'est appelé le populisme de gauche, c'est Laclos et surtout Mouffe qui a développé tout ça, qui est l'idée que face à la démocratie représentative et à ses défauts, on avait tout intérêt à avoir un système dans lequel le peuple puisse s'exprimer différemment, avec un leader qui, d'une certaine façon, incarne cette volonté du peuple. Cette idée a été reprise en Europe et particulièrement développée par l'équipe dirigeante de Podemos. Pour une raison quasiment sociologique. Si vous connaissez un peu Podemos, les dirigeants de Podemos, évidemment Iglesias, mais aussi Monedero ou Errejón, sont des gens qui sont des très bons profs de sciences politiques dans la meilleure université de sciences politiques du pays. Qui est la Complutense, c'est un peu comme Sciences Po Paris, pour le dire vite. Et donc c'est des gens qui connaissent la politique au sens le fonctionnement de la vie politique mieux que tout autre, puisque c'est leur job. Et donc ils ont compris ce que Montesquieu avait déjà dit, et ce que je vous ai résumé en quelques phrases, qui sont les problèmes inhérents à la démocratie représentative. Donc ils ont théorisé une attaque frontale contre ça, renforcée en Espagne par l'idée qu'il y a cette espèce de culture de la Moncloa. Le Moncloa, c'est le palais du gouvernement où a été signé un accord juste à la mort de Franco, qui a assuré le passage à la démocratie, mais par une espèce de consensus mou entre la droite et la gauche. PC, PS, PSOE, c'est le nom en Espagne, et droite, Partido Popular d'aujourd'hui, qui ont donné cette espèce de consensus de l'alternance, contre laquelle Podemos s'est élevé et a construit son alternative, si on peut dire. Et donc ils ont attaqué frontalement cette idée de la démocratie représentative, mais pour y opposer une théorie basée sur le populisme de gauche, et donc avec quand même un leader charismatique absolument central qui est Iglesias. On a retrouvé un tout petit peu dans la France insoumise, alors faut pas accuser Mélenchon de tout et de n'importe quoi, il l'a pas porté comme l'ont porté Iglesias, Monedero et Errejón. Mais il y a quand même de temps en temps des tentations de ce type qui peuvent exister dans la France insoumise. Et ça, je pense qu'à la fois, il faudra continuer, de même qu'il y aura toujours un marché, et qu'il y aura toujours un État, il faudra continuer à élire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on arrêtera d'élire nos délégués, nos représentants, nos députés. Ça, c'est évidemment exclu, on continuera à le faire. Et de même, il ne faut pas nier le fait qu'à des moments donnés, il y a des individus qui peuvent rompre un certain cursus historique. Prenez l'histoire de Chavez. Au Venezuela, la gauche existe depuis très longtemps, mais elle n'avait jamais dépassé 5%. Jamais. Pour des tas de raisons, je ne rentre pas dans le détail. Chavez a fait irruption parce qu'il a fait un coup d'État dans les années 90, il a été arrêté, il a fait de la prison, et puis un peu comme Marcos, c'est juste la même année, au Chiapas, il a dit qu'il était maintenant contre la lutte armée, et que s'il sortait de prison, il se présenterait aux élections parce qu'il fallait une révolution citoyenne basée sur les urnes. Et grâce à ça, à la fois de son coup d'État et son tournant, un peu comme Marcos, il est devenu quelqu'un d'extrêmement populaire, il a gagné les élections et il a vraiment changé quand même beaucoup de choses. Quoi qu'on pense du détail, je vais revenir en 2 mots de son bilan, mais il a quand même changé beaucoup de choses au Venezuela. Donc on peut avoir comme ça des moments historiques de ce type. Mais malgré tout, de même que les communs, moi, m'apparaissent comme une bonne alternative tant au capitalisme qu'à l'étatisme, ma tasse de thé, c'est pas d'avoir un leader charismatique qui décide tout à la place de nous tous, tout simplement parce que ça va renforcer l'étatisme. C'est l'idée qu'on va tout faire par le haut. Il suffit d'élire machin truc, quel que soit machin truc ou machine truc, et machin ou machine va tout résoudre.
De ce fait, le seul moyen qu'aura machin et machine, c'est d'utiliser l'État, parce qu'il n'aura pas d'autres outils en sa possession. C'est ce qui a été tenté en Amérique latine avec des résultats moyens, voire le Venezuela d'aujourd'hui. Bon. Et je pense que l'idée, c'est de même qu'on peut avancer la stratégie des communs comme une stratégie à la fois opposée au capitalisme et à l'étatisme, on peut avancer toute une série de nouvelles pratique démocratique, ce que j'appelle, peu importe le terme, la démocratie radicale, comme une alternative tant à la démocratie représentative qu'au populisme de gauche. L'idée, c'est qu'il y a toute une série de techniques, de moyens d'agir, etc., qui existent parfois depuis longtemps, parfois ont été créés dans les mouvements sociaux les plus récents, et qui permettent d'élargir les espaces démocratiques. Alors, pour vous donner plusieurs exemples. Première idée toute bête, c'est, alors ça, beaucoup, heureusement, le reprennent aujourd'hui, les référendums d'initiative populaire à tous les niveaux. Cette idée est pratiquée en Suisse depuis un siècle et demi et les Suisses s'en portent pas plus mal. Et on l'oublie souvent parce que c'est moins connu, les États de l'Ouest américain utilisent aussi beaucoup ces méthodes-là, tout simplement parce qu'autant l'Est américain s'est constitué à la fin du XVIIIe, l'Ouest américain a vu les États se constituer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et à un moment historique où les grandes compagnies de chemin de fer, puis les compagnies pétrolières, amenaient des sentiments populaires très anti-corporation, anti-grande entreprise. Et donc il y a eu une volonté très forte de ces nouveaux États d'avoir des constitutions internes étatiques plus démocratiques que celles qu'avaient les États de l'Est. Donc c'est en partie le droit de révocation qui existe en Californie, dans l'Oregon et dans d'autres États, et surtout des droits d'initiative populaire à tous les niveaux. Et ça change les choses aux États-Unis de façon très très profonde. Je vous donne deux décisions qui sont prises maintenant par de plus en plus d'États. La légalisation de la marijuana et du cannabis, qui est le seul moyen de faire baisser la criminalité. Je veux dire, on aurait moins de morts à Marseille s'il y avait une légalisation de la marijuana, comme en Espagne, comme en Hollande et dans beaucoup de pays. Et maintenant, les États-Unis sont en train de basculer grâce à ces référendums d'initiative populaire, et aussi, et probablement surtout, l'augmentation massive du salaire minimum. Vous avez en Californie, mais aussi maintenant au Massachusetts et dans d'autres États, une augmentation très très massive du salaire minimum qui est imposée par des votes d'initiative populaire. Donc on voit que ces techniques-là fonctionnent, sont efficaces. Alors parfois les Suisses votent pour limiter la taille des mosquées, je pense qu'ils ont tort. Donc ça ne veut pas dire que tous les votes vont être dans notre sens, mais on a les moyens de se battre et je pense que c'est un élargissement très important de la démocratie. Et puis il y a des tas d'autres choses. Le tirage au sort, par exemple, qui était la façon par laquelle les Grecs de l'époque athénienne, sous le siècle de Périclès, géraient la nomination des édiles, des responsables de la cité. On a nous aujourd'hui beaucoup de domaines dans lesquels le tirage au sort fonctionnerait probablement mieux que l'élection de députés. Prenez quelque chose qui existe déjà. Vous savez qu'on tire au sort en France. Les jurys populaires sont tirés au sort. Je n'ai jamais vu un parti politique proposer qu'on abandonne ce système au profit d'une élection des jurés. Tout le monde considère que envoyer quelqu'un en cabane pour 30 ans, ce qui est une décision beaucoup plus importante que la taille du rond-point, ce qui est souvent la tasse de thé et l'ordinaire des conseils municipaux, on n'a jamais considéré que ça devait être décidé par des gens élus. Le fait de tirer au sort, donc de représenter le peuple tel qu'il l'est, a toujours été considéré comme une bonne façon de faire. Après, on peut critiquer la justice française, c'est pas le sujet, je ne vais pas me rentrer là, c'est pas ma spécialité, c'est pas le sujet du débat de ce soir. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème avec le tirage au sort en tant que tel. Pourquoi ne pas élargir cela à beaucoup d'autres domaines, les questions éthiques, beaucoup d'autres domaines peuvent l'être. C'est les Danois qui ont beaucoup expérimenté ça, et on pourrait vraiment aller assez loin dans le nombre de domaines dans lesquels le tirage au sort serait plus démocratique en fait que les modèles centralisés autour d'un État. Et puis on a toute une série de pratiques qui viennent de l'Internet ou qui viennent des mouvements sociaux les plus récents. Occupy Wall Street ou le City, les Nuits debout, expérimentent des modèles basés sur le consensus. Alors c'est compliqué, c'est rugueux, c'est un peu bordélique, mais ça fonctionne un peu. Vous savez peut-être que l'Internet ou Wikipédia fonctionne sur ce principe-là. L'Internet a une gouvernance interne qui a un mot d'ordre qui est « nous rejetons les rois », nous aussi on a décapité un, pas de problème, les présidents, moi je suis plutôt pour la 6ème République, pas de problème non plus, mais ils rejettent le principe même du vote. Et ce à quoi ils croient, les gens de l'Internet, c'est ce qu'ils appellent le running code. C'est en fait, c'est méritocratique, c'est le fait d'avoir un code au sens, un programme informatique qui fonctionne, et ce qu'ils appellent le Rauf Consensus, qui est le consensus approximatif. Et ça tourne. Vous pouvez ouvrir votre téléphone ou votre ordinateur, l'Internet marche. Donc il y a plein de choses comme ça qui montrent qu'on peut fonctionner différemment. Wikipédia est intéressant. C'est une gouvernance mondiale. Puisque Wikipédia n'est pas un seul pays, il y en a partout, et ça fonctionne avec une idée qui est principalement du consensus, et aussi beaucoup ce qu'on appelle le renvoi aux extrémités. C'est-à-dire que le centre dit, moi ce que je veux, c'est de ne pas traiter le problème.
Vous avez un problème avec tel article, débrouillez-vous. Vous avez un problème avec cet article, débrouillez-vous. Tu as un problème avec ça, c'est ton problème. Et cette idée de la subsidiarité généralisée à tous les niveaux, à la fois territoriale mais aussi sectorielle, est une idée qui permet de penser différemment la façon de gérer un État, une commune, etc. On peut voir les choses par différents angles. Bref, il y a toute une série de techniques, je vous en donne quelques autres, qui permettent de penser la démocratie, là aussi sans abandonner le vote, comme l'État ou le marché qui continueront à exister, mais qui permettent d'élargir considérablement les espaces de respiration et d'insertion de la société dans le fonctionnement de nos vies à tous les niveaux, et de nos activités à tous les niveaux. Donc voilà quelques-unes des idées que je voulais développer pour le temps qui me restait. Je dirais simplement, et ce sera ma conclusion, que quand vous prenez, et ça c'est beaucoup dans ce bouquin-là, tout ce qui est les communs c'est dans celui-là, quand vous prenez les expériences des gauches en Amérique latine, et un petit peu en Grèce, qui est un cas un peu à part, donc je ne vais pas y rentrer trop dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a 3 problèmes qui reviennent en permanence. Il y a un premier problème qui est très connu, qui est celui de la rupture. On voit bien que Tsipras n'a pas voulu aller jusqu'à une épreuve de force avec la Troïka. Mais vous connaissez le débat. On s'aperçoit que pour Lula, une des raisons de l'empêtrement dans les scandales dans lequel le Parti des travailleurs s'est englué, c'est le fait qu'au tout début de sa législature, quand il est arrivé au pouvoir en 2002, il avait un mot d'ordre, alors je parle espagnol mais pas portugais, qui disait, mais donc l'accent va être mauvais, mais Lulinha, paz y amor. Lulinha, c'est comme en espagnol, c'est l'idée qu'en mettant des petits suffixes, on va rendre des choses plus sympathiques. Donc Lulinha, c'est petit Lula. Et Lula est petit par ailleurs, donc ça allait bien, il est petit, sympathique, donc c'est le petit Lula, paz y amor, paix et amour. Bon, c'est sympathique. Ça lui a permis de gagner l'élection. Mais ça montrait aussi quel était l'état d'esprit. Et en particulier, il n'a pas changé les institutions brésiliennes qui sont très particulières parce que là, c'est un système un peu à l'américaine où il y a une administration séparée, c'est un vrai système présidentiel du Parlement. Mais dans le Parlement, on a une domination absolue de ce qui s'appelle les ruralistes, qui sont les latifundistes, et en fait les grands propriétaires terriens, qui changent de parti en fonction de leur intérêt du moment. C'était tellement corrompu que le système a décidé de créer un mercato, comme pour le football, 1 mois par an, les députés peuvent changer de parti. Et là, on va dans le parti qui vous donne le plus. C'est ce qu'on appelle le Mensalao, qui existait depuis 35 ans. Ça n'a rien à voir avec Lula. Lula a mis ses pieds dans un système préexistant. Mais à l'évidence, en mettant ses pieds, jamais le PT n'a eu plus de 20% des députés. Voilà, ça ne jamais. Et le reste était les ruralistes, pour l'essentiel. Et donc, au lieu de rompre avec ça, Lula a mis ses pieds dedans, et pour avoir des majorités, ça a été le Mensalao, comme les autres. Et ça l'a conduit à ce que vous avez vu, c'est-à-dire un système où il a été condamné. Je ne rentre pas dans le détail que vous avez tous vu dans la presse. On voit là que la rupture est une affaire importante, et que convoquer une assemblée constituante, comme l'avait fait démocratiquement, Chavez, Morales ou Correa, ou comme le proposait à juste titre Jean-Luc Mélenchon, aurait tout changé. Puisque ça veut dire qu'il aurait pu instaurer un système démocratique au Brésil qui aurait évité d'avoir ce système de folie et de corruption généralisée, parce qu'il n'y a évidemment pas que Lula, Temer en a jusque-là, Temer c'est le président actuel de droite, et tous les autres sont servis au même niveau, sans problème, il n'y a pas de jaloux. Donc il y a la rupture, question numéro 1. Il y a une deuxième question, que je ne vais pas développer, ça vous l'avez quand même beaucoup dans le bouquin Le Monde qui émerge, c'est le productivisme. C'est-à-dire que tous ces régimes ont quand même décidé de foutre le paquet sur l'exploitation des biens naturels. Donc pétrole évidemment au Venezuela, gaz en Bolivie, pétrole un peu en Équateur, et pour ce qui est du Brésil, massivement les produits agricoles comme l'Argentine, c'est-à-dire le soja pour produire du bœuf en Asie comme en Europe. Et donc un modèle extractiviste, dans lequel les questions écologiques sont quand même mises au second plan, et qui surtout ne questionnent pas ce qu'on appelle nous le productivisme. Donc là il y a un problème absolument majeur. J'en ai donné quelques éléments, mais c'est des questions qu'on pourra discuter et qui sont plus connues. Et puis la troisième question qui est revenue tout le temps, c'est la question de la démocratie. Jusqu'où aller dans la démocratie, est-ce que c'est un homme providentiel ou pas qui doit rester? Problème qu'on a retrouvé chez Chavez, qu'on retrouve chez Morales. Morales est quelqu'un qui vient du mouvement social, c'est un paysan d'Alia Campesina, c'est le François Dufour ou le José Bové bolivien, mais il a été élu une première fois. Il a fait une constituante, ce qui était une très bonne idée. Ils ont beaucoup démocratisé le pays. Ils ont donné enfin le pouvoir à la majorité d'origine indienne, qu'il n'avait pas. Tout ça a été tenu par les gens d'origine espagnole et blanche dans ce pays. La constitution a décidé qu'il n'y aurait que 2 mandats pour les présidents, comme la plupart des pays, comme chez nous, comme aux États-Unis, etc. Il en avait déjà fait un. Il est en train de finir le 2e de la constitution suivante, donc ça fait son 3e mandat.
Et il a décidé qu'il fallait absolument qu'il soit candidat pour un 4e mandat, voire un 5e. Donc il a proposé un référendum pour annuler cette partie-là de la Constitution qu'il avait lui-même proposée. Les Boliviens sont pas fous, il a perdu le référendum. Mais au lieu d'accepter la décision du référendum, il est en train d'essayer de trouver tous les moyens, y compris, ce qui est absurde, se présenter devant la Cour des droits de l'homme des Amériques pour protester contre le fait que ne pas être candidat est une atteinte à ces droits de l'homme. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, et cette idée de l'homme ou de la femme providentielle est mortifère. Est mortifère, et donc on va la retrouver en permanence. Bon. Voilà, c'est les 3 questions qu'on va retrouver en permanence. Jusqu'où est dans la rupture, la question du modèle de développement, productivisme, pas productivisme, et la question démocratique, mais là je vous en ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le temps qui était prévu, et je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention.